pour cette belle présentation. Donc, concernant le séquençage à haute débit, il est considéré parmi les méthodes ou bien les outils les plus récemment utilisés au niveau de laboratoire. Mais toujours, on constate qu'il y a une évolution dans ce qui fait la technologie, mais il nécessite aussi une formation pertinente pour les techniciens de laboratoire. Donc, sans tarder, je tiens à remercier nos chères, immenses oratrices, chers professeur Sora et professeur Smaoui Hanan et monsieur Hassan pour la pertinence de ces présentations sont riches, excellentes, informatives et captivantes pour nous en tant que des techniciens de laboratoire. Donc sans tarder, je passe la parole à nos chers, si vous voulez, les techniciens de laboratoire ou bien le public, s'il y a des questions. Donc on va ouvrir le débat s'il y a des questions. À vous la parole, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, à vous la parole, M. Hassan. Merci beaucoup. Ma première, pas une question, mais c'est une réflexion pour professeur Salah. Votre présentation, vous avez parlé beaucoup et même dans la deuxième présentation, une comparaison entre tout ce qui est culture et PCR. Mais l'examen direct dans certaines pathologies, il est très crucial, surtout pour en quelque sorte, les méningites décapitées. Concernant, je vais donner un exemple, les pneumocoques ou le Cryptococcus neoformans, donc une coloration de grammes avec des coccyes en flamme de bougie et tout ça, ça rend le résultat. On ne peut pas s'en passer devant une méningite à pneumocoque. Si je ne me trompe pas, on ne peut pas passer devant une méningite à pneumocoque, surtout l'examen direct, donc à partir d'une coloration de grammes. Et un examen direct à l'encre de Chine pour les Cryptococcus neoformans, c'est quelque chose de très donné, de très facile. Donc, je voulais juste tirer un peu, en quelque sorte, le point sur l'examen direct qui est très crucial, tout ce qui est, surtout les méningites, surtout pour le PCR. Et ma deuxième intervention, ça concernera les PCR que professeur Smaoui a parlé de PCR Est-ce que le PCR dont vous avez parlé, c'est des PCR maison, c'est des PCR monoplex ou c'est des PCR multiplex? Surtout pour les trois, concernant le syndrome, concernant les méningites, ça concerne l'hémophilus avec le streptocoque pneumonie. Ma question, c'était juste parce que pas mal de fois, et vu la prévalence qu'on a pour certains pathogènes, et avec les sociétés, on veut vraiment customiser un truc en quelque sorte qui est relié à la prévalence des agents pathogènes qu'on a pour ne pas vraiment passer à faire des PCR avec des grands panels, bien en quelque sorte comme un screening. Donc les PCR dont vous avez parlé, est-ce que des PCR maison, monoplex ou multiplex? Et merci beaucoup. Merci, M. Hassan, pour votre question. Alors, il est bien évident que quand on parle des techniques conventionnelles, elles gardent toujours leur place. Donc, les techniques conventionnelles resteront toujours importantes, pertinentes. La culture, c'est le diagnostic de certitude. L'examen direct, quand il est positif dans des sites qui sont censés être stériles, ça pose le diagnostic des infections bactériennes, méningite bactérienne, arthrite septique, etc., pleurésie bactérienne. Donc, ça gardera toujours leur place. Et donc, les outils moléculaires sont là pour nous aider à poser le diagnostic quand il y a des problèmes avec les techniques conventionnelles. Mais si j'ai un examen direct positif avec un pneumocoque, des diplocoques capsulés, je ferai pas la PCR. Si j'ai un examen direct avec un cryptocoque, des levures capsulées, je ferai pas la PCR. Donc, les techniques moléculaires sont là pour nous aider à pallier aux limites des techniques conventionnelles. Mais c'est fait en complémentarité, bien évidemment. Oui, parce que l'examen direct était négatif et ça n'avait pas poussé en culture.
Le diagnostic a été récupéré par la PCR sur un examen direct négatif et une culture stérile. Elle est négative. Oui, bien évidemment. Oui, même l'examen direct peut être négatif. Oui. Même l'examen direct. Oui. Mais d'ailleurs, souvent, l'examen direct, il est négatif. On est devant des aussi plus ou moins altérés. Oui. Mais si on a un examen direct positif, ça nous facilite la vie parce que c'est un résultat rapide et ça confirme le diagnostic. Donc, mais la difficulté et l'importance de ces techniques moléculaires, c'est justement pallier à toutes les limites posées par les techniques conventionnelles. Excusez-moi, pardon, ça m'a rappelé vous avez parlé des antiviraux. Est-ce que vraiment on utilise les antiviraux ici dans notre... Oui, dans les méningites à CMV, à varicelle zonavirus, on utilise le ganciclovir. Les méningites à herpès simplex, on utilise l'aciclovir, etc. Bien sûr. C'est des antiviraux gratuits au niveau de l'hôpital ou c'est au niveau de l'hôpital, au niveau de... Voilà, l'aciclovir, le ganciclovir, c'est utilisé en infectiologie chez les patients immunodéprimés, c'est utilisé en oncologie, hématologie, dans les infections du système nerveux central d'origine virale. Merci beaucoup, j'avais pas cette information. Avec plaisir. Merci. Est-ce que je vais répondre à la question? Oui. Je peux répondre à la question? À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur Hassan, pour votre question. En fait, pour le diagnostic des méningites, on utilise des PCR maison. Ce n'est pas des PCR commercialisés, mais c'est des PCR validés et on travaille en collaboration, même avec des équipes au Maroc et en Algérie, avec le centre de référence en France. Et on utilise des techniques qui sont bien sûr validées et de très haute performance. Alors, pour le multiplexage, en général, on les fait en simplex, mais ils ont le même programme thermique, donc on peut les faire en parallèle dans la même plaque ou dans la même réaction, mais dans des tubes différents. Alors, le multiplexage, on l'avait essayé dans l'étude que nous avons fait initialement en 2014. Donc, c'est possible de faire le multiplexage pneumocoque et méningocoque, alors que l'hémophilus, on le faisait dans un tube à part. Mais l'idéal, c'est de le faire pour augmenter la sensibilité, vu qu'il s'agit d'une infection très grave et on a besoin d'un maximum de sensibilité et de spécificité. On préfère faire des PCR simplex avec les 3 bactéries, mais on va faire la réaction en même temps, donc on va gagner en temps en le mettant sur la même plaque ou dans la même réaction, et donc dans la même 1 heure ou 2 heures, on aura la réponse pour les 3 pathogènes en même temps. Merci cher professeur. Donc s'il y a d'autres questions. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je viens de remercier sincèrement pour la qualité de la présentation, pour les 3 orateurs. Donc, j'ai 2 questions. Donc, ma première question, ce qui concerne la biotechnologie microbienne. On utilise donc la culture et la biologie moléculaire pour identifier les agents pathogènes. Donc, j'ai une question parce que j'ai travaillé par une bactérie qui est très exigeante et j'ai confronté, d'après l'étude, il y a un échantillon, les selles diarrhéiques, pour identifier donc la bactérie nommée Campylobacter SSP, surtout la Campylobacter jejuni. Donc j'ai fait l'examen macroscopique et l'examen microscopique. Comme vous le savez, donc l'examen macroscopique, il est signalé par des caractéristiques bien spécifiques, telles que la qualité, aussi l'aspect des selles sanglantes et floues. J'ai pris donc les étapes de l'identification microbiologique par la culture qui est très spécialisée, nommée Karmali, pour identifier le germe, et surtout avec les additifs sous forme des antibiotiques pour inhiber donc les bactéries gram positifs, mais malgré tout ça, donc on n'a pas abouti donc la bactérie. On passe directement pour confirmer donc le résultat que j'ai obtenu.
donc par la PCR conventionnelle et par la PCR aussi multiplex. J'ai commencé par la PCR multiplex. Au résultat, la présence de Campylobacter SSP avec d'autres agents pathogènes associés. Comment vous trouverez ça donc autant que des microbiologistes et aussi des spécialistes en microbiologie. Donc, je pose la question pour les trois orateurs. Comment vous trouvez ça? Résultat avec culture qui est négative, mais avec la technique de biologie moléculaire PCR multiplex, c'est un résultat positif. Donc, c'est ça ma première question. Oui, professeur. Donc, et je passe pour la deuxième question sur la biologie moléculaire NGS parce que c'est mon domaine. Donc, pour la mise en place de la technique NGS, je trouve donc la NGS pour détecter donc les infections, quelles que soient les infections nosocomiales ou bien les cancers, c'est une technique pour l'instant au Maroc très coûteuse pour les patients. Pour un bilan identifié, quels que soient donc les gènes résistants ou bien les gènes virulence ou bien pour déterminer carrément donc les mutations, c'est une technique pour moi très coûteuse. J'ai déjà pratiqué donc la technique avec l'identification. Pour moi, à chaque fois, on veut vraiment déterminer donc les gènes. À chaque fois, on va préparer le panel, commander avec un prix qui est très exigeant. Donc pour les patients, en tant que des biologistes, pour moi, c'est une technique pour l'instant sur le champ très coûteuse pour bien sûr confirmer les diagnostics. Et merci. À vous la parole, professeur. Merci. Alors, je vais répondre à la première question. Je vais essayer de donner des éléments de réponse pour la première question et les collègues dans la salle, s'ils veulent compléter, c'est avec un grand plaisir, bien sûr. En fait, pour le Campylobacter, donc comme vous le savez tous, c'est une bactérie de culture difficile. Elle nécessite un milieu très spécial, vous l'avez cité déjà, et elle nécessite aussi une atmosphère en micro-aérophilie. Je ne sais pas si vous avez utilisé l'atmosphère micro-aérophilie ou non. L'aspect, d'accord, vous l'avez utilisé. L'aspect des selles sanglantes et glurosanglantes peut être le cas et peut ne pas être le cas aussi. Donc, ça peut donner aussi une diarrhée qui n'est pas sanglante. Alors, nous sommes comme vous, donc on n'a pas facilement la possibilité d'isoler le Campylobacter en culture. Et là vient l'intérêt de la PCR, parce que la PCR ne peut pas remplacer la culture, mais elle va tout simplement renforcer les situations où on a une culture insuffisante ou bien il y a des failles et des insuffisances de cette technique de référence. Donc, si vous n'avez pas pu isoler la bactérie en culture, c'est parce que c'est une bactérie de culture très lente, donc il faut laisser une incubation de minimum 48 heures, il faut la microaérophilie, il faut beaucoup de nutriments dans une gélose au sang, incubé à 40 degrés aussi, donc la température d'incubation c'est différent des autres bactéries. Donc vous avez tout un ensemble de conditions qu'exige cette bactérie. Parfois il faut du CO2 aussi, donc s'il y a des espèces de campylaux qui nécessitent le CO2, il y a d'autres espèces qui n'ont pas besoin, donc toute une panoplie de conditions et d'exigences pour la culture de cette bactérie. Sinon, la PCR, bien sûr, elle va avoir sa place dans la situation où la culture va échouer pour mettre en évidence la bactérie comme le Campylobacter. Toutefois, donc avec la PCR, vous n'aurez pas la chance d'isoler la bactérie et de faire un antibiogramme. Là, ça reste toute l'insuffisance des techniques de biologie moléculaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Ce n'est pas une vraie réponse, mais c'est juste des commentaires et des explications de ce que vous avez en fait cité. Et merci.
Oui, merci pour la réponse, mais j'ai d'autres rectifications en ce qui concerne donc la bactérie. Mais alhamdoulilah, j'ai pu identifier la bactérie je me suis le premier au Maroc qui a identifié donc la bactérie par les selles. Donc l'INH, il n'a pas fait donc l'identification par l'INH, l'Institut national d'hygiène. J'ai à chaque fois discuter avec mes collègues pour savoir s'il y a l'identification par les cultures, mais malheureusement on fait seulement l'identification par des tests immuno-enzymatiques. Mais alhamdoulilah, j'ai effectué la technique par la microbiologie. Tout simplement, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt pour purifier la bactérie et isoler d'autres germes que vous avez cité, comme le cas de Campylobacter jejuni et Campylobacter cooley. Parce que c'est une bactérie, c'est très dangereuse, surtout pour les nouveau-nés et les enfants. Ça provoque vraiment une infection gastro-entérite et surtout il touche donc vraiment les nouveau-nés, surtout les nouveau-nés avec des selles diarrhéiques vraiment catastrophiques. Mais le défi pour moi, j'ai fait une comparaison de 3 milieux de culture pour avoir le résultat. J'ai ensemencé par le premier milieu de culture qui est Karmali à base de charbon, le deuxième qui est Campylocyle à base de sang et le troisième qui est Chromagar, c'est très sélectif. Elle a donné des colonies en rouge très marquantes. Donc c'est pour cela j'ai effectué alhamdoulilah l'identification microbiologique et j'ai passé pour identifier d'autres germes de Campylobacter, pourquoi pas par la technique de biologie moléculaire. Mais vraiment, vous avez raison, c'est une bactérie très exigeante. On utilise souvent pour l'identification un incubateur à CO2, parce que la bactérie, il exige vraiment 5% d'oxygène et 10% de CO2. Donc vraiment un incubateur avec des conditions. Et pour l'incubation, pour avoir dans les colonies sur la boîte, ça nécessite de 24 heures jusqu'à 60 heures. Merci. Merci beaucoup. Donc avant de conclure, je tiens une dernière fois à remercier nos illustres intervenants, professeur Sora, professeur Smaoui et monsieur Ahmad. Je tiens par la même occasion de remercier une autre fois l'Association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc pour le choix de la thématique et je déclare la session clôturée. Merci.